Voilà. Tout le monde m'entend, c'est un peu impressionnant d'entendre sa voix comme ça. Bonjour à tous, merci d'être là si nombreux ce soir pour accueillir, faire un bel accueil à la conférence qu'on a organisée pour cette soirée du jeudi 21 mars. Alors, d'abord, je vous fais un petit mot de logistique. Veillez à bien tous mettre le téléphone en silencieux pour ne pas être trop dérangé par la scène surveillée. Et alors, seconde petite chose, on vous a donné des papiers à l'entrée. Ces papiers, en fait, visent à écrire vos questions qui seront récoltées par les membres du CAPSAC qui ont un peu le vert comme ceci. Et n'hésitez pas à écrire vos questions sur ces petits papiers, les renvoyer vers les côtés de vos rangées et faire des signes au CAPSAC pour qu'ils récoltent vos papiers. Voilà, j'espère que tout le monde a compris cette manière de fonctionner. Alors, merci à tous d'être là, merci surtout à nos deux invités ce soir. On accueille Jean-Pascal Valdiosé. Et Alain Hubert. Donc on va tenter de les présenter brièvement, même si notre parcours est impressionnant. Mais Jean-Pascal Valdiosé, présent ce soir, est climatologue, comme vous le savez, et aujourd'hui professeur de climatologie et de sciences de l'environnement. Il est diplômé à l'UC Louvain, comme Alain d'ailleurs. On accueille deux anciens étudiants ce soir. Il est docteur en physique, diplômé ici à l'UC Louvain, et ancien vice-président du GIEC. Il a nous éclairé beaucoup ce soir. Aujourd'hui, il n'a plus de fonction, de rôle, de responsabilité dans le GIEC même, mais toujours très investi dans toutes les questions qui touchent au climat. Et d'ailleurs, il est co-président du panel climat qui vise à aider une association qui s'appelle Youth for Climate, que tous les jeunes connaissent sûrement ici, à les aider à prendre des décisions, à proposer des décisions pour les politiques. Et donc, je vais passer la parole à Raphaël pour qu'il vous présente Alain. Merci Emma. Donc, Alain Hubert, ici présent, ingénieur civil en construction, diplômé également à l'UC Louvain. Il est également explorateur polaire. C'est peut-être pour ça que vous en avez entendu parler la première fois. Il est également à l'origine du projet de la station polaire belge Princesse Elisabeth en Antarctique. Et il est président et fondateur de la Fondation polaire internationale. Et on va commencer tout de suite par un bref rappel des origines de la crise climatique que nous vivons actuellement par Jean-Pascal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci aux organisateurs, aux organisatrices. C'est un grand plaisir d'être voici nombreux ce soir et aussi d'être avec Alain, qui était dans sa base il y a 10 ans pour l'inauguration. C'était un très grand moment aussi. Alors je vais être très bref. J'ai quelques minutes, je ne vais pas vous faire un long exposé, je vais juste remettre quelques données de base sur la table. D'abord, la température qui monte très vite. Vous voyez comment depuis la période pré-industrielle, approximée ici par la température en 1850, et à quelle vitesse la température se rapproche de la ligne rouge. La ligne rouge fait 1,5 degré au-dessus du niveau pré-industriel. Le cercle extérieur c'est 2 degrés au-dessus du niveau pré-industriel. Même que le but de la communauté internationale, c'est de rester bien en dessous d'un réchauffement de 2 degrés. Ce n'est même pas aller jusqu'à 2 degrés, c'est rester bien en dessous, tout en poursuivant les efforts pour rester en dessous d'un degré de réchauffement. Et vous voyez qu'on a déjà gagné à peu près 1,1 degré au-dessus du niveau pré-industriel. Pourquoi est-ce que ce réchauffement se passe? Eh bien, la raison principale, c'est que nous utilisons l'atmosphère comme une grande poubelle
pour nos gaz à effet de serre, et ce faisant, nous épaississons la couverture isolante autour de la Terre. Je crois que cette comparaison permet de bien comprendre, sans aucun modèle climatique, pourquoi le plus vite possible, on doit arriver à des émissions nulles de gaz à effet de serre pour arrêter d'épaissir cette couverture isolante qui, elle aussi, regardez, croît rapidement. Ici aussi, vous avez les mois autour de l'horloge et vous voyez depuis 1850 la manière dont cette concentration en CO2, le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère augmente, épaississant en quelque sorte cette couche isolante en dessous de laquelle nous sommes, et à un moment donné, évidemment, ça devient vraiment trop chaud de se trouver en dessous. Il faut vraiment arrêter à un moment donné d'épaissir cette couche isolante. Alors, pour faire le point sur toutes ces questions, les Nations Unies ont créé le GIEC. J'ai eu l'honneur d'être vice-président pendant 7 ans. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a été créé par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, deux agences des Nations Unies. Le but du GIEC et le mandat du GIEC n'est pas de faire de nouvelles recherches à propos des changements climatiques, mais de faire d'une certaine manière quelque chose qui est plus original encore, à savoir l'évaluation d'une manière très rigoureuse, très structurée, de la science, des changements climatiques eux-mêmes, mais aussi de tous les aspects scientifiques, mais aussi les aspects techniques, les aspects socio-économiques qui concernent les solutions par rapport au changement climatique. Et un des grands domaines sur lequel le GIEC s'est penché au fil du temps, depuis son premier rapport publié en 1990, c'est la question de l'attribution de l'échauffement aux facteurs humains. C'est une question qui aujourd'hui est bien résolue, ce qui est évidemment important de savoir d'où vient ce réchauffement que vous voyez là au cours des 100 dernières années. Est-ce qu'il est dû à des facteurs naturels? Est-ce qu'on peut l'expliquer avec des facteurs naturels, comme les petites fluctuations de l'activité solaire, par exemple, ou les éruptions volcaniques, par exemple? Ou bien est-ce qu'il faut, en plus de ces facteurs naturels, tenir compte des facteurs humains pour expliquer ce réchauffement? Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est le résultat de deux familles de simulations. La famille bleue, ce sera des simulations qui viennent uniquement qui sont forcées uniquement par les facteurs naturels. Et la famille rouge, la moyenne en tout cas est en rouge, qui montre le résultat des simulations qui tiennent compte des facteurs naturels et des facteurs humains. Et vous voyez, dans le premier rapport du GIEC qui a été publié, l'Assessment Report numéro 1, AR1, dans notre jargon, en 1990, eh bien, statistiquement, les choses n'étaient pas encore suffisamment claires pour que le GIEC, très prudent, ne dise autre chose que ceci: une détection sans équivoque prendra probablement plus d'une décennie. 5 ans plus tard, l'écart est un petit peu plus grand entre la courbe rouge et la courbe bleue. La courbe bleue s'écarte encore plus de la courbe noire qui montre les températures observées. La courbe rouge, elle, continue à approximer pas mal, à simuler pas mal les observations, et le GIEC dit un faisceau d'éléments suggère une influence humaine perceptible sur le climat à partir de maintenant. 6 ans plus tard, les choses sont encore plus claires. Le GIEC commence à quantifier la force de cette relation entre les gaz à effet de serre venant de l'activité humaine et le réchauffement, et il dit qu'il y a 2 chances sur 3 que l'essentiel de réchauffement depuis 1950 vienne de l'activité humaine. Et vous voyez qu'au fil du temps, les choses n'ont pas arrêté de devenir de plus en plus claires, jusqu'à ce que dans le dernier rapport d'ensemble du GIEC, le GIEC conclut qu'il était extrêmement probable, une probabilité supérieure à 95%, que l'essentiel du réchauffement depuis le milieu du XXe siècle vienne bien de l'influence humaine. Alors ça a des conséquences. J'aurais pu parler pendant 2 heures des conséquences, je vais juste en montrer une, parce qu'elle a l'air peut-être à première vue secondaire ou anodine. C'est la situation des glaciers. J'ai choisi un glacier au Pérou, une photo prise par un glaciologue américain qui retourne chaque année, depuis des dizaines d'années, photographier une série de glaciers dans le monde et faire des mesures sur ces glaciers dans le monde.
Et voilà la photo de juillet 1978 prise par Lonnie Thompson. Regardez bien, il a pris une autre photo en juillet 2011, depuis exactement le même endroit, avec une caméra qui a le même objectif. Donc les rochers sont au même endroit, et vous voyez à quel point la glace a reculé. Ça, c'est le comportement de plus de 80% des glaciers dans le monde. Et c'est en fait très grave. C'est très grave parce qu'il y a dans les Andes, mais aussi dans bien d'autres régions du monde, des villes entières, des populations entières, qui, notamment pour l'agriculture, mais aussi pour l'eau potable, dépendent de la bonne santé de ces glaciers qui fondent tout au long de l'année, qui ont toujours fondu tout au long de l'année en apportant de manière continue de l'eau pour ces différentes utilisations. Et il est évident que si ces glaciers fondent tout à fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme si chez nous on supprimait presque du jour au lendemain tous les châteaux d'eau, on se retrouverait sans eau potable. Donc c'est tout à fait catastrophique. Et il faut noter, c'est une caractéristique générale de tous les impacts des changements climatiques, que ce sont toujours les pauvres qui sont les premiers affectés, pas les seuls bien sûr, mais les premiers affectés. La vulnérabilité est un élément très important pour apprécier la gravité des impacts des catastrophes dites naturelles, qui sont de moins en moins naturelles, notamment les résultats des événements extrêmes liés au changement climatique, comme ici, ce qui est montré sur cette photo, qui je trouve très bien cette vulnérabilité particulière des plus pauvres, ces personnes manifestement pauvres, en plus d'être handicapées, qui se trouvent dans les rues de la Nouvelle-Orléans en 2005, juste après le passage de l'ouragan Katrina, qui a détruit une bonne partie de la Louisiane et des régions avoisinantes. C'est évident que les riches américains ne sont pas là, ils ont quitté la ville depuis longtemps dans leur 4x4, ils sont allés passer la nuit dans un hôtel ou dans une résidence secondaire. Alors maintenant, je vais dire quelques mots sur l'espace des solutions. Que peut-on faire pour limiter les dégâts? Les limiter tout à fait, c'est malheureusement plus possible, puisqu'ils sont déjà là en partie. Mais limiter les dégâts pour le futur, ça c'est quelque chose qui est très largement entre nos mains aujourd'hui. Et sur ce point, le GIEC a publié en octobre dernier, vous en avez certainement entendu parler, un rapport spécial consacré à la question spécifique des conséquences d'un réchauffement d'1,5 degré, mais aussi des possibilités de rester en dessous de ce niveau de réchauffement si on met en œuvre énormément de mesures. Et la synthèse en termes d'objectifs d'émission, c'est qu'il faudrait arriver, pour ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement, il faudrait arriver à ne pas dépasser un niveau net de zéro, c'est-à-dire arriver à des émissions nettes nulles de zéro, ne pas émettre net nul, ça veut dire ne pas émettre plus que ce que les systèmes naturels ne peuvent absorber pour que le supplément annuel de CO2 dans l'atmosphère soit rigoureusement égal à zéro, pour que l'épaississement, cette couche isolante dont je parlais tout à l'heure, soit arrêté vers le milieu du siècle, c'est-à-dire dans 30 ans. Vous imaginez bien que faire ça à l'échelle du monde, ça demande des changements considérables dans tous les domaines que le GIEC a explorés. Ça demande, et c'est le vocabulaire que le GIEC utilise, des transitions de système. Donc il ne s'agit pas de dire simplement on va fermer le robinet quand on brosse les dents et on va changer toutes les lampes incandescentes par des LED, ce qu'il faut évidemment faire partout où c'est possible, mais il faut des changements à grande échelle dans la manière dont l'économie, les sociétés sont organisées pour que le système dans lequel nous sommes soit modifié assez fondamentalement, de manière à ce que l'énergie, l'agriculture, la gestion des forêts, la gestion des villes, l'industrie, les infrastructures, fassent appel à la plus large palette de technologies possibles, la plus grande palette d'innovation possible, mais aussi des changements de comportement à la fois à l'échelle individuelle et à la fois à l'échelle sociétale, avec des investissements dans les options bas carbone et l'efficacité énergétique qui sont très fortement augmentées. Si vous voulez en savoir plus sur ce rapport spécial du GIEC, eh bien, je vous invite à consulter, peut-être à vous abonner, c'est gratuit, à la lettre de la plateforme wallonne pour le GIEC qui a consacré un numéro en octobre dernier, juste après la publication du rapport, au rapport spécial du GIEC. Vous avez le site ici
C'est une lettre qui est publiée 6 fois par an sur un thème différent chaque fois. Et ce document est à ce jour le seul document de synthèse en français sur le rapport spécial du GIEC qui n'a pas encore publié la traduction en français de son résumé pour les décideurs. Dernier élément d'information sur l'action climatique, quelques mots sur l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est le cadre international dans lequel se situe l'action de tous les pays du monde, presque tous les pays du monde, puisque presque tous les pays du monde ont ratifié l'accord et personne, entre parenthèses, n'a encore pu en sortir formellement, c'est un deuil de certains, parce qu'il y a un délai avant la sortie qui n'est pas encore écoulé. Et ce cadre qui a cet objectif général en termes de température et cet objectif général de neutralité carbone, dit le texte, au cours de la deuxième moitié de ce siècle, donc dire que ça doit être en 2050, ce qu'a dit le GIEC pour l'objectif d'1,5 degré, mais c'est assez cohérent avec le texte que l'on trouve dans l'accord de Paris. Et le troisième objectif qui est mentionné dans l'accord de Paris, ce sont des financements internationaux du nord vers le sud principalement, à la hauteur d'au moins 100 milliards de dollars par an à partir de 2020, ce qui est encore loin d'être mis en œuvre. Alors si on regarde l'ensemble, l'agrégation, la somme de tous les plans nationaux qui ont été déposés dans le cadre de l'accord de Paris, puisque vous savez peut-être que, contrairement au protocole de Kyoto, l'accord de Paris a la propriété, et c'est à la fois sa richesse et sa faiblesse, d'appeler les différents pays à soumettre volontairement les plans les plus ambitieux possibles, comme les pays estiment pouvoir le faire. Et quand on agrège à l'horizon 2025 et 2030, qui sont les deux dates qui ont principalement été considérées jusqu'à présent, quand on agrège ces plans, on se trouve quelque part en 2025 dans cette zone-ci. On parle ici des émissions de l'ensemble des gaz à effet de serre en milliards de tonnes de CO2 équivalent par an. On se trouve dans ce rectangle-là à l'horizon 2025, on se retrouve dans ce rectangle-là à l'horizon 2030. C'est un peu mieux qu'être sur la trajectoire business de joueurs, d'accord, mais vous serez aussi d'accord pour dire que c'est très loin de la trajectoire qui permettrait, si elle est prolongée vers le bas, de rester en dessous de 2 degrés, et encore plus loin de la trajectoire verte ici qui permettrait de rester en dessous d'1 degré. Autrement dit, on est très loin avec les plans qui ont été déposés jusqu'à présent, en tout cas, de réduire les émissions, en tout cas, en termes d'intention, suffisamment pour réaliser les objectifs de l'accord de Paris. Si on regarde les chiffres pour la Belgique, ce n'est pas beaucoup mieux. Les courbes rouges, ce sont les objectifs européens tels qu'ils sont actuellement. Ce sont des objectifs qui vont être renforcés, c'est-à-dire que ces courbes rouges vont descendre, parce que ces objectifs européens ont été définis alors qu'on réfléchissait dans le cadre d'un objectif qui était resté tout juste en dessous de 2 degrés. Donc on ne parlait pas de rester bien en dessous de 2 degrés, et encore moins d'essayer de viser à rester en dessous d'1,5 degré. Donc ces objectifs qui vont être révisés dans l'année qui vient vont être renforcés, mais même par rapport à ces objectifs-là, vous voyez que les projections, c'est la courbe verte pour les courbes de la Belgique, pour les émissions de la Belgique, montrent un écart de 17 millions de tonnes à l'horizon 2030, ce qui est tout de même assez effarant, qui permet de comprendre pourquoi il y a une telle frustration, notamment des jeunes, mais aussi de beaucoup de citoyens par rapport à l'inaction en Belgique. De plus en plus, la lutte contre les changements climatiques, et c'est un des aspects qui a été évoqué dans le rapport du GIEC, est placé dans le contexte du développement durable. Il y a toute une série de synergies à trouver avec d'autres objectifs de développement durable. Je ne vais évidemment pas évoquer le détail de tout cela, mais je vais juste mentionner cela. Donc aujourd'hui, l'humanité a le choix d'être sur une trajectoire qui nous laisse sur une trajectoire business as usual, qui nous amène à une situation où la température augmenterait dans les régions arctiques, notamment, ce qui, je pense, doit faire peur à Alain, à plus 10, plus 12 degrés à la fin du siècle
dans le pire des cas, ou une situation où le climat se réchauffe, mais beaucoup moins que dans cette première situation. Alors en Belgique, on a le choix aussi. Et il y a, pendant les heures qui viennent, pendant les jours qui viennent, il y a un choix très important qui doit être fait, notamment en anticipation de la réunion de la commission de la Chambre liée à la révision de la Constitution. Et il y a une proposition qui est sur la table, qui est d'ajouter une petite phrase qui a été élaborée pendant des mois par une série d'experts d'un certain nombre d'universités en Belgique. Une petite phrase à l'article 7 bis de la Constitution, vous avez le texte de départ, vous avez la petite phrase qui est proposée, dont l'ajout est proposé. Il coopère, les différentes composantes de l'État et les régions coopèrent à une politique climatique efficace, conformément aux objectifs, principes et modalités qui seraient établis par une loi adoptée à la majorité spéciale, c'est ça que le texte veut dire, loi à majorité spéciale qui devrait être adoptée après. Si cette petite ligne n'est pas ajoutée dans la Constitution mardi, si le principe d'ajouter cette petite ligne dans la Constitution mardi n'est pas adopté, il n'y aura pas de possibilité d'avoir une loi spéciale, et donc on reste dans la situation actuelle où tous les pouvoirs sont au même niveau de compétence, et où donc il n'y a pas de sortie facile du blocage institutionnel dans lequel on est régulièrement quand on parle de politique climatique, quand il s'agit de, par exemple, décider comment la Belgique allait appliquer la révision du protocole de Kyoto, la deuxième période, celle qui concernait la période 2012 à 2020, un texte qui a été décidé fin 2011, la Belgique a décidé en 2018, donc presque quand la période était terminée, comment elle allait se répartir les objectifs. Heureusement, il y a de l'espoir, il y a les jeunes qui bougent, les jeunes et les moins jeunes, et il y a aussi des situations très difficiles. J'ai reçu quelques heures avant de venir ici un courrier de chercheurs de mon institut qui travaillent au Mozambique, qui sont en contact étroit avec la région qui est une des régions affectées par le cyclone Idai, qui a été très gravement frappée. Il y a des centaines de morts. On estime que c'est une très grave sous-estimation. Le Zimbabwe a été frappé aussi. Donc il y a déjà aujourd'hui des populations qui sont confrontées à des événements extrêmes qui sont au moins intensifiés par le réchauffement du climat, même si ne sont peut-être pas entièrement causés par les changements climatiques, qui sont au moins intensifiés. Et je pense que peut-être à la fin de la soirée, un appel sera fait à votre générosité par rapport à ces populations au travers de cette équipe qui, à l'UCL, travaille dans cette région-là. J'ai un livre sur l'ensemble de ce sujet si ça vous intéresse. Et ici vous avez quelques sites, la liste est trop longue, donc notez juste ce site-ci sur lequel, sous l'onglet conférences, vous pourrez trouver ces dias, si tout va bien, au courant de la journée. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Et pour continuer à poser les bases de la discussion, on va maintenant demander à Alain de nous parler un peu de la station Princesse Elisabeth. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que ça a été nécessaire d'aller s'installer en Antarctique pour installer cette station? Bon, là on passe, j'ai envie de dire un petit peu à un autre domaine qui est le travail scientifique, qui essaie justement d'implémenter des données sur lesquelles se basent, entre autres, différents instituts, mais en particulier le GIEC dont vient nous parler Jean-Pascal Bonicorset. C'est se rendre compte, et je pense qu'il n'a pas dit là, mais ce sont des milliers de scientifiques dans le monde qui travaillent chacun dans leur domaine et qui essayent de mieux comprendre comment fonctionne cette vaste atmosphère sous les couverts de la marmite dont nous parlait Jean-Pascal il y a un instant, qui en fait est un ensemble, disons, de gaz qui circulent autour de la Terre et qui se mélangent. Et vous savez peut-être, en Antarctique, il y a une particularité, c'est que là-bas,
eh bien, la température est toujours inférieure à 0 degré Celsius. Ça veut dire que la neige, elle ne fond pas. Et donc, elle s'accumule petit à petit, et donc forme là-bas une énorme masse de neige qui se transforme en glace et qui constitue ce continent. Je vois qu'il y a justement la slide derrière nous, là. C'est un continent de 14 millions de kilomètres-carrés. Et la quantité qui est recouverte à 98% par de la glace et de la neige, et si cette masse devait fondre, elle ferait monter le niveau des océans d'à peu près 50 à 60 mètres. Bon, ça ne peut pas se passer. L'océan austral qui entoure l'Antarctique a toujours, avec ses courants froids isolés dans les précédentes périodes glaciaires et interglaciaires. Mais on sait qu'en Antarctique de l'Ouest, c'est-à-dire, quand vous regardez la slide ici derrière moi, eh bien, à gauche, vous voyez une petite queue qui part vers l'Amérique du Sud. Cette partie de l'Antarctique subit le même phénomène de réchauffement que les glaciers andins. On a fait un exemple, les glaciers alpins par chez nous. Et le problème, c'est que c'est une glace continentale. Ça veut dire que c'est de la neige qui s'est formée qui est tombée, et que donc si cette plateforme de glace dont on parle parfois dans les médias actuellement, de plus en plus partent dans l'océan, elles ont un impact direct sur la montée des eaux des océans. On sait que 80% de la population mondiale vit autour de la mer, donc c'est un vrai problème. Et quand est venue l'idée de revenir en Antarctique, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, on savait peut-être que la Belgique a une histoire avec ce pays, on va pas en parler. On avait à l'époque, il y a à peu près plus de 50 ans, pendant quelques années, on a eu une station en Antarctique, dans la région, mais au bord de la mer. C'était à l'époque de ce qu'on a appelé la géophysique internationale, où, pour la première fois, un certain nombre de pays dans le monde se sont dit qu'il fallait intensifier les recherches pour voir un petit peu ce qui se passait sur ce continent et ce qu'il pouvait nous apprendre. Et il se fait que par une tradition qui était que la Belgique a réalisé le premier hivernage en Antarctique, il y a maintenant bien plus de 100 ans, eh bien, les scientifiques ont voulu repartir en Antarctique et on fait partie des 12 pays qui ont fondé ce traité qui gère ce continent qu'on voit derrière nous, là, de 14 millions de kilomètres carrés. Et donc, quand on est parti là-bas, alors il faut savoir que la Belgique, faisant partie du traité, a une obligation évidemment de travail au niveau scientifique, de collaboration aussi avec ses partenaires, et qu'elle avait abandonné cette responsabilité depuis plus de 40 ans. Et donc, avec quelques-uns, nous avons trouvé que la Fondation qu'il était temps de revenir en Antarctique parce que c'est un devoir au niveau scientifique, et c'est donc en fait la communauté scientifique qui a décidé où on allait devoir mettre la station. Alors plus au bord de la mer, mais à plus de 220 km dans les terres, donc parce que la communauté scientifique belge et internationale souhaitait qu'il puisse y avoir là-bas une sorte de refuge, on va dire, à partir duquel il pourrait mener des recherches dans ce qu'on appelle l'Antarctique de l'Est. Derrière moi, on voit peut-être tout au-dessus un point vert qui situe la région dans laquelle se trouve la base belge aujourd'hui. Et on peut le voir, je crois, donc tout au-dessus là. Et qui est donc dans la partie qui n'est plus donc l'Antarctique de l'Ouest. Non, je commande au pointeur. Bon, donc cette partie dont je vous parlais à gauche, où on assiste à une fonte importante, mais dans la partie la plus importante de l'Antarctique, on voit qui se trouve là tout au-dessus, et nous sommes dans les montagnes. Ça a causé évidemment une difficulté technique, mais bon, moi-même je suis entrepreneur et ingénieur en construction, donc c'est plutôt quelque chose qui nous a aiguisé, si je puis dire, et comme Jean-Pascal l'a un petit peu expliqué, mais vous savez sans doute que le fait que justement en Antarctique et dans une autre mesure au Groenland aussi, parce que c'est là qu'ont été effectués les premiers forages,
C'est un scientifique français qui, si j'ai bonne mémoire, en 1957 à peu près, à cette époque, hivernait en Antarctique et en récoltant quelques blocs de glace, il en avait mis un dans son verre de whisky. Et il a pu voir que le bloc de glace fondant dégageait des petites bulles. Et il s'est dit, tiens, ça veut donc dire qu'il y a de l'air emprisonné dans la glace, et que si on arrive à analyser la composition de ces bulles d'air dans la glace, on pourrait peut-être obtenir des informations sur ce qui se passait dans cette basse atmosphère qui entoure notre planète, avant que nous ne mesurions la température, que nous puissions analyser les gaz dans l'atmosphère, dont la courbe que nous montrait Jean-Pascal il y a un instant. Et c'est ainsi en fait que la science polaire a pu progresser, que la technologie aussi a permis de forer de plus en plus profond dans la glace et de pouvoir remonter aujourd'hui à plus de 800 000 ans dans le passé, sur 8 périodes glaciaires et interglaciaires, analyser ces gaz et pouvoir avoir une preuve que l'origine de ces gaz est anthropique et est causée par le mode de production d'énergie fossile. Alors ça c'est très important parce que si on n'avait pas ces connaissances scientifiques et cette preuve, il n'y a personne dans le monde qui conteste ça aujourd'hui, la discussion est plus de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir faire face à ça. Eh bien, on ne pourrait pas savoir qu'on est à la cause d'un problème, à la cause essentielle, Jean-Pascal vient de nous rappeler, mais si on est à cause d'un problème, ça veut dire qu'on peut en être aussi une partie de la solution. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que l'énergie, ainsi, elle rentre au cœur du développement économique et social de nos sociétés demain, à condition qu'on décide évidemment de s'engager dans cette voie. Et donc, nous avons pensé que, comme en Antarctique tout est compliqué, et j'en conviens, pour aller faire des recherches là-bas, il faut bien sûr aller soit en bateau, soit en avion, parce que ça se trouve de l'autre côté d'un océan, à plus de 4500 km du continent africain. Mais l'énergie là-bas, elle n'existe pas, il n'y a rien en Antarctique. Et donc, par contre, en été, il fait clair 24 heures sur 24, et il y a pas mal de vent. Et c'est ainsi que nous avons étudié, on a essayé, il y a donc plus de 15 ans, quand on a commencé ça, à construire une station qui fonctionnerait uniquement avec des énergies renouvelables. Et je ne vais pas m'embêter longtemps avec ça, mais je voudrais vous montrer dans un instant comment fonctionne le système énergétique de la station, juste parce que c'est intéressant. Alors là, en préparant les slides, je suis retombé sur une image que j'ai faite avec un drone il y a quelques jours, parce que je viens de rentrer dans l'Antarctique il y a moins d'une semaine, et qui nous montre un peu dans quel genre de paysage se trouve cette station. Vous voyez là, on est sur la piste d'aviation pour des avions qui ont des patins, et puis on fait un tour. Vous voyez là au fond quelques tâches, ça c'est ce qu'on appelle notre winter park, c'est là qu'on stocke du matériel sur la glace, et puis on va voir apparaître les montagnes dans le fond, et puis juste là en avant-plan, ce qu'on appelle un attaque, qui s'appelle Buchstein, et puis quelques traîneaux et la station qui se trouve sur une petite arête de 700 mètres dans cet univers un peu perdu. On est vraiment un peu au milieu de nulle part. Et c'est là-dessus qu'on a construit la station que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, et que nous sommes occupés à finaliser les espaces techniques qu'on voit un peu en avant, qui reposent à la fois sur le rocher et à la fois sur la neige. Donc on va terminer ça d'ici 2 ans. C'est une station qui fait à peu près aujourd'hui 2500 mètres carrés et qui peut accueillir une cinquantaine de personnes. On a exactement 48 lits. Et c'est là donc qu'on a des scientifiques du monde entier aujourd'hui qui viennent travailler à partir de la station dans les montagnes, sur le plateau antarctique, parce qu'en quelques heures, on peut monter sur ce grand plateau, on effectue ces forages dont je vous parlais à l'instant, ou bien encore, et une expédition revient d'ailleurs de là, qui était constituée par des glaciologues de l'UNP et aussi des scientifiques de l'UCL, sur ce qu'on appelle les plateformes de glace, qui sont des petites plateformes de glace qui sont tout à fait typiques dans la région où on a construit la station
et qui font l'objet depuis une dizaine d'années d'études parce que les scientifiques se demandent si ce problème qu'on a dans la péninsule antarctique, un petit peu d'Antarctique dont je vous parlais il y a un instant, qui partent sur l'océan et elles font des centaines de kilomètres de long, c'est une véritable question qui est de savoir si ça va s'étendre à l'ensemble de toutes les plateformes de glace autour de l'Antarctique ou pas. Et donc ce sont des études qui prennent du temps, qui sont difficiles, c'est en partie de la recherche fondamentale, et c'est à ça, si vous voulez, que nous passons 4 mois chaque année pendant l'été antarctique, quand c'est l'hiver ici, c'est l'été là-bas, et avec tous ces scientifiques qu'on doit aider pour qu'ils réalisent leurs recherches. Alors la station, je vous disais, elle fonctionne donc avec des énergies. On produit donc l'énergie avec le vent, à 9 turbines sur l'arête, et avec des panneaux solaires qui produisent tous les deux à peu près 60 kW. Et alors on a aussi évidemment la production thermique pour l'eau. Et ça marche comment? C'est ça que je voulais vous montrer en quelques instants. Donc l'énergie qu'on produit avec le vent et le soleil, on la stocke. On la stocke dans des batteries. Et ensuite, elle est gérée par un système qu'on appelle un porte-mot, c'est un programme Logic Control System, qui en fait gère l'ensemble de l'énergie à partir des batteries, donc pas directement à partir de ce qui est produit par le vent et le soleil, et qui en fait le distribue en fonction de priorités qu'on établit pour les activités des gens qui sont dans la station, et c'est ça que je voulais vous expliquer. Vous voyez qu'il y a là un certain nombre, là je suis passé à le lien suivant, Jean-Pascal m'explique son système parce que c'est assez intéressant, parce qu'on voit déjà l'autre lien sur l'écran, donc c'est vraiment bien. Mais là, je ne suis pas tout à fait habitué. Puis je reviens de 5 mois en Antarctique, il faut quand même un petit peu s'imaginer que le choc est quand même assez difficile. Et donc, je vous expliquais que vous avez vu qu'il y avait des feux rouges et des feux verts, et qu'en fait, elle est où? Bien, voilà, elle est là. Et que donc, non, il ne faut pas que je me trompe, hein. Voilà. Et que donc, vous voyez ici un extincteur, un ordinateur, un microscope, une machine à laver. Et que donc, ce qu'on fait, puisque l'énergie qu'on a est limitée, eh bien, on fixe des priorités. Donc, je vais passer ici. Et on fixe ces priorités en fonction d'une horloge de 24 heures, où c'est facile de comprendre. Je vais prendre l'exemple de la cuisine, où on donne au cuisinier la priorité au moment où il doit faire les repas, aux scientifiques à d'autres moments, ou bien aux techniciens à un autre moment, et éventuellement donc aux activités récréatives à un autre moment de la journée. Et donc ça, c'est programmé dans l'ordinateur. Évidemment, il y a quelques exceptions s'il y a un problème au niveau médical ou autre, mais l'énergie dans la station, elle n'est jamais disponible pour pouvoir gérer ça. On la mesure à peu près à plus de 2300 points. Et quand on a besoin de l'énergie, eh bien, on doit, à côté d'une prise, par exemple, eh bien, il y aura un interrupteur. Et on doit appuyer sur l'interrupteur, il envoie un signal à l'ordinateur qui, en fonction des priorités qui sont programmées et de l'énergie qui est disponible, va dire à l'utilisateur immédiatement, par une lumière qui s'allume, si oui ou non il peut utiliser l'énergie. Alors évidemment, nous autres, nous ne sommes pas habitués à ça, puisque chez nous, l'énergie, si vous en avez chez vous, ou bien, disons, dans un atelier, un bureau, évidemment, vous l'avez en permanence. Donc ça veut dire que vous ne devez pas adapter votre comportement à la disponibilité de l'énergie qui vous est donnée. Mais à la station, c'est comme ça. Et c'est la seule façon que nous avons trouvé pour pouvoir gérer la station en mode zéro émission. Aujourd'hui, donc avec une cinquantaine de personnes, des ateliers, etc. Pendant la saison, eh bien, on est à peu près à 96 à 98% de fonctionnement en zéro émission. Si jamais, évidemment, le socle des batteries devient trop bas, eh bien, on a un générateur qui se met automatiquement. Donc, on a une station qui, depuis quelques années, fonctionne véritablement comme ça.
Et la grosse difficulté à laquelle on a été confronté, c'est qu'en fait, nous nous sommes aperçus au début que les utilisateurs de la station, en fait, ils n'acceptaient pas, si vous voulez, le fait que de temps en temps, eh bien, l'ordinateur vous dit que l'énergie n'est pas disponible. Et que donc, que ce que vous voulez faire au moment même, vous ne pouvez pas le faire, il faudra attendre et le faire un petit peu plus tard quand il sera là. Et je voulais justement expliquer ça parce que je crois que c'est un des grands problèmes devant lesquels nos sociétés sont et vont être confrontées demain dans cette révolution énergétique qui doit se mettre en place dans nos pays, parce que c'est un des éléments importants en réponse aux problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faudra apprendre à changer nos comportements. Et ma génération, en tout cas, on n'a pas du tout été éduqué à ça. Alors le problème qu'on a eu en Antarctique, c'est que les scientifiques, évidemment, qui sont toujours très exigeants, étaient au début assez fâchés parce qu'ils n'avaient, par exemple, pas prévu de recharger leur ordinateur, il y a plein de travail, crac, ça ne fonctionnait plus, et donc ils venaient chez moi, ils n'ont pas très contents. Et j'étais évidemment embêté, puisqu'on est quand même là pour les supporter, et donc il a quand même fallu qu'on programme dans l'ordinateur une punition, en fait, sans leur dire évidemment, sachant que qu'est-ce qui se passe quand vous n'obtenez pas immédiatement ce que vous voulez, c'est-à-dire ici l'interrupteur qui est à côté de la prise, vous poussez une fois et vous dites que vous n'avez pas l'énergie, mais qu'est-ce qu'on fait? On pousse 2 fois, 3 fois, on est un peu fâché, et on a évidemment simplement donné un ordre à l'ordinateur pour que quand l'interrupteur reçoit un touch de 3 fois, eh bien, il bloque le réseau pour une demi-heure ou 3 quarts d'heure, je dis exactement ce qu'on a dit. À ce moment-là, évidemment, les gens revenaient chez moi en disant « ça n'énergie plus rien », etc. Et évidemment, j'avais énormément de facilité de leur répondre que là, c'était l'ordinateur qui avait décidé ça et que moi, je ne pouvais rien faire. Alors, au début, ça ne marchait pas, et puis après un certain temps, ça a perçu que finalement, tout le monde, aujourd'hui, on n'a plus aucun problème avec ça, tout le monde s'est habitué à ça. Et on organise son temps différemment, et je crois que c'est certainement un comportement qui doit que nos sociétés aborde demain. Voilà, c'est la seule chose que je voulais vous montrer sur cette station, sachant que là maintenant j'en reviens et qu'on a une particularité, puisque c'est une station qui est gérée par un ordinateur, c'est qu'on a une station satellite, vous la voyez là sur le rocher dans la station, ce qui veut dire qu'actuellement, maintenant, pendant les 8 mois d'hiver antarctique, eh bien, on la commande depuis la Belgique sur un PC et on règle quand le vent vient trop fort, eh bien, on décharge de l'énergie dans le radiateur, etc. Donc, c'est aussi intéressant parce que ça permet. La saison antarctique, c'est l'été, c'est pas l'hiver, et comme on n'a pas de fuel, eh bien, on peut faire de grandes économies aussi. Donc, c'est quand même une première mondiale. On a fêté les 10 ans cette année. Et après 10 ans, c'est toujours la seule station qui fonctionne comme ça en Antarctique et qui montre qu'on peut aller en fait beaucoup plus loin. Ce sont des technologies qu'on connaît. Aujourd'hui, on pourrait faire mieux. On a d'ailleurs des projets de ce côté-là. Mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Et ici aussi, en Belgique, le problème, c'est que la volonté n'est pas vraiment là, en tout cas pas au niveau politique. Et donc, c'est pour ça, et on le voit ces jours-ci dans l'actualité, qu'il faut absolument faire bouger les lignes. Et pour faire bouger les lignes, eh bien, c'est la société civile qui va le faire, comme dans de nombreuses choses. Et ce d'autant, je voudrais juste ajouter encore ceci, l'énergie, c'est le cœur de notre vie finalement, c'est une réorganisation progressive et partielle de notre société qui aussi va se faire et qui va donc proposer, si vous voulez, demander comment dirais-je, un déploiement, si vous voulez, au niveau économique qui est local et non délocalisable. C'est une composante intéressante, je crois, parce que ça veut dire que, en fait, quand on a une vraie motivation et qu'on
voit un intérêt, si vous voulez, dans le changement, peut-être qu'il se fera un peu plus vite. Merci beaucoup. Alors, on a rappelé à tout le monde au début que vous étiez le fondateur et également le président de la Fondation Polaire Internationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu son fonctionnement et ses missions? La Fondation, c'est une plateforme entre sciences et société. Scientifiques travaillent. Ils font leur boulot qui est tout le temps de chercher, d'essayer de comprendre, de réinterroger, d'aller plus loin, etc. Puis à un moment donné, il faut se rendre compte que le travail du scientifique s'arrête et que la société commence. Et la société, c'est nous. Et la difficulté, je remonte à presque 20 ans maintenant, la difficulté, c'est que la science est un peu, disons, c'est pas très populaire, c'est pas très excitant, c'est vraiment pas la recherche environnementale qui était très peu connue. Aujourd'hui, ça commence à être un petit peu plus, je veux dire, compris par la population, le monde politique, parce que les effets sur les environnements, la dégradation des écosystèmes, etc., devient vraiment une préoccupation qui nous touche un petit peu tous. Et donc, en fait, après une de mes expéditions, parce que c'est vrai que je suis un entrepreneur, mais je suis connu parce que ma passion c'était la montagne et puis les espaces polaires, et j'en suis venu à faire, il y a 21 ans, une traversée d'Antarctique sur 4000 km à l'époque, avec un de mes amis, une traversée où on menait, d'ailleurs, on avait une mission scientifique pour les Américains, les Français, et où je me suis penché sur la recherche. Et donc j'ai organisé en même temps une exposition sur la Belgique et l'Antarctique, son côté historique. C'était les 100 ans du premier hivernage, et puis cette science que je découvrais, qui me fascinait. Et puis on a eu la chance de réussir. Toujours, il faut toujours la chance dans une expédition. C'était un expé fantastique. Et puis en revenant, à Bruxelles, en traversant la rue, j'ai entendu à un moment donné un petit garçon qui disait « Allez, Dixie, tire !» Alors Dixie, c'est mon copain expert, on a fait plein d'expériences ensemble. Alors je me suis retrouvé, évidemment, c'est un nom commun. Et puis j'ai vu le petit garçon qui tirait en fait une caisse de fruits qui était vide, avec une petite torte, il y avait 2 bâtons, il a même mis le nom d'un sponsor sur la caisse. Et je vois l'explorateur dans la rue de Bruxelles. Et 2 jours après, le professeur Berger, c'est l'anthropologue ici de l'université, donc dans le même département d'ambassade, m'avait aussi demandé qu'est-ce qu'on va faire maintenant, enfin voilà. Et puis, moi je pense que voilà, on a chacun notre chemin, le mien évidemment c'est la passion des grands espaces, et puis quelque part, le moment où on fait ça pour soi, c'est une passion, mais ce jour-là, je me suis aperçu que si je faisais rêver les jeunes, il fallait peut-être que j'aille plus loin. Et avec le professeur Berger, on s'est dit qu'on allait créer la Fondation Polaire Internationale comme justement plateforme pour essayer de faire comprendre pourquoi la science est importante et pourquoi les scientifiques doivent travailler ce qu'ils font et à quoi ça sert. En fait, voilà, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Alors, Jean-Pascal Desberger. On va du coup enchaîner avec votre fonctionnement. Vous avez brièvement expliqué le fonctionnement du GIEC plus tôt dans la soirée. Peut-être est-ce que vous pouvez le réexpliquer, le vulgariser et en quelques mots, et par la même occasion nous expliquer un petit peu comment, quel est le fonctionnement et la méthode de travail pour établir les rapports. D'accord, donc le GIEC fonctionne avec, comme elle a dit, des centaines de scientifiques de par le monde. Donc les auteurs du dernier rapport complet du GIEC, par exemple, c'était 830 auteurs venant du monde entier, de toutes disciplines, qui ont travaillé pendant 3 ans pour écrire ce 5e rapport du GIEC, 2 cycles complets d'écriture et de réécriture, un appel à la relecture des projets de texte après que les premiers projets aient été élaborés, toujours sur la base de la littérature scientifique, parce que c'est toujours ce sont les fondations du travail du GIEC, c'est ce qui est présent dans la littérature scientifique, mais l'autre pilier du GIEC, c'est l'appel
à la relecture par des milliers d'experts. Il y a 2500 experts qui ont participé à la relecture de ce rapport-là. 2500 experts qui ont fourni plus de 140 000 commentaires, qui ont été pris en compte un à un par les auteurs. Donc probablement que les rapports du GIEC sont les documents scientifiques qui sont les plus relus par des pairs de l'histoire des sciences. Ce sont des documents très, très solides. Donc le GIEC prépare maintenant son 6e rapport. Cette année-ci, il va publier 3 rapports particuliers. Un rapport sur les méthodologies d'inventaire des gaz à effet de serre, qui sortira au mois de mai. Un rapport spécial sur la désertification et la gestion des terres et les impacts des changements climatiques sur l'agriculture au mois d'août, et un rapport sur les océans et les impacts des changements climatiques sur les calottes glaciaires, notamment l'Antarctique, au mois de septembre. Merci. Donc, on se demandait, donc, ça fait 24 ans maintenant, il y a eu la 24e COP qui a eu lieu en décembre dernier, donc 24 ans que les experts se réunissent pour parler de la question climatique, et pourtant la situation ne fait qu'empirer. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il n'y a rien qui bouge par rapport à ça? D'abord, il faut expliquer que ce ne sont pas les experts du GIEC qui se sont réunis lors des COP. Les COP, ce sont les Conference of the Parties, ce sont les conférences des parties, c'est-à-dire les pays qui ont ratifié la Convention sur les changements climatiques. Donc c'est un traité international. Alors le GIEC en fait existait avant la Convention en question. Le GIEC a même inspiré le texte de la Convention. Et ce sont 2 processus séparés. Le GIEC, c'est le conseiller scientifique. Les COP, c'est la réunion des pays qui agissent dans le cadre de la Convention climat. Ce qui veut dire que ce sont les représentants des pays qui sont là. Et les représentants des pays, bien souvent, ils sont là pour défendre leurs intérêts. Et leurs intérêts propres ont souvent, pour beaucoup de pays, malheureusement, plus d'importance que l'intérêt de défendre le climat pour tout le monde. Donc peut-être que si c'était des experts qui se réunissaient lors des COP, et uniquement eux, peut-être que les choses iraient mieux, mais vu que la plupart des pays sont là pour défendre leurs intérêts propres, et ça avance très lentement, parce que trouver des compromis positifs dans ce contexte-là, c'est pas facile. Ok, merci pour la précision. Alors on se demandait, en fait, les financements pour les rapports et pour le GIEC, par qui est-ce qu'ils sont faits? Le GIEC, en fait, c'est une petite organisation qui a un budget très limité. Il y a un petit secrétariat, c'est une douzaine de personnes à Genève. Il y a les 3 groupes de travail qui ont chacun un petit secrétariat qui est payé par le pays hôte. Donc actuellement, le groupe scientifique, c'est la France. Le groupe qui travaille sur les impacts de l'adaptation, c'est l'Allemagne. Ce fait que les 3 sont cette fois-ci en Europe, ça n'a pas toujours été le cas. Et le 3e groupe est en Angleterre. Et le groupe qui s'occupe des méthodologies est au Japon. Et chacun de ces secrétariats est payé par ces pays-là. Pour le reste, il y a ce qu'on appelle un trust fund qui aide les scientifiques des pays en développement à participer aux travaux du GIEC. Mais ce ne sont pas des salaires, c'est uniquement des frais de mission, des frais de participation aux réunions. Et quant à la participation de tous les scientifiques qui écrivent les rapports du GIEC, ils travaillent volontairement. C'est le cas aussi pour les membres du bureau du GIEC. Moi, je n'ai jamais été payé par le GIEC. J'avais mon salaire de l'UCM, mais c'est tout. Donc le GIEC, en fait, a un budget qui est très 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 bas. Et vous, personnellement, comment est-ce que vous voyez l'évolution dans les COP? Vous avez parlé du passé des COP, vous avez expliqué un petit peu l'évolution de ce qui s'est passé dans l'histoire des COP, mais au niveau du futur, comment est-ce que vous voyez ça? Bon, maintenant, l'enjeu, c'est la mise en œuvre de l'accord de Paris, qui entre en vigueur formellement le 1er janvier 2020. Donc, il reste une partie de ce qu'on appelle le rule-book, le mode d'emploi, en quelque sorte, de l'accord de Paris à finaliser. Une autre partie a été faite à l'accord 24, mais il reste encore une série de choses à clarifier dans ce reboot. Si vous voulez en savoir plus sur l'accord 24, la lettre de la plateforme Wallonne sur le GIEC a consacré son dernier numéro à l'accord 24 et aux avancées de l'accord 24. Maintenant, il faut bien se dire que ce qui est décidé dans les COP, ce sont des cadres, ce sont
ce sont des cadres incitatifs pour l'action internationale qui ont tout intérêt à être coordonnés. Mais il ne faut pas attendre des COP toute l'action climatique. L'action climatique, elle se passe surtout sur le terrain, que ce soit en Antarctique ou que ce soit dans les différents pays ou parmi les acteurs économiques ou chez les citoyens qui émettent chacun une dose de gaz à effet de serre. Les COP, elles servent à coordonner tout ça au plan international. Mais l'action, elle se passe dans les villes, dans les entreprises, elle se passe sur le terrain. Ce qui se passe dans les COP est important, mais il faut relativiser un petit peu. L'important, c'est pas oublier que l'action se passe ici. Et alors, on a parfois l'impression que les politiques ne sont pas très au courant de ce qui est écrit, notamment dans les rapports du GIEC. Qu'est-ce qui est mis en œuvre actuellement pour transmettre au mieux ces résultats, que ce soit des résultats, par exemple, d'études individuelles comme elles peuvent se faire à la station ou de rapports de synthèse comme le fond du GIEC? Je vais laisser Alain répondre aussi, bien sûr, parce que je pense que les activités de la Fondation polaire internationale en matière d'éducation et de communication sont importantes, mais le GIEC passe de plus en plus de son énergie et de ses budgets limités à expliquer justement par des séminaires qui ont lieu dans le monde entier avec des acteurs locaux pour voir comment le contenu des rapports du GIEC peut être utile à l'action climatique dans les différents pays. Mais c'est quelque chose qui dépend très largement des pays et des régions du monde entier. Et donc en Belgique, je pense qu'on pourrait faire mieux. Il y a évidemment les coachs climat de Mme Marguerite, que tout le monde connaît. Il y a la plateforme pour le GIEC que tout le monde connaît aussi, mais c'est très peu par rapport à ce qu'il faudrait faire sans certaines informations. Les politiques, je crois, sont chez nous assez bien au courant de ce qu'il faudrait faire, mais ce dont il manque surtout, c'est de volonté politique de mettre en œuvre, de prendre les mesures au niveau d'ambition nécessaire. Oui, c'est pour ça que cette loi climat dont on parlait à l'instant est importante, parce que justement, le problème en Belgique, c'est que beaucoup de choses sont régionalisées, et que donc le climat n'est pas régionalisé. Et donc le problème, c'est que comme les régions défendent leurs intérêts, cette loi climat veut justement imposer une sorte de super structure, si je puis dire, ou d'un système qui permet de passer au-dessus des régions, d'être obligés ensemble de prendre des mesures. Et moi aussi, j'espère vraiment que ça va se passer. Maintenant, la politique en Belgique n'est pas un exemple. Et la pacifique actuellement non plus. On le voit, comme on a dit, enfin, c'est un peu technique, mais c'est vrai, avant que les élections, il y a toujours des articles qui sont mis à révision de la Constitution, ils sont là, ici cet article, c'est le seul qui a une loi derrière qui peut passer, et donc c'est le moment d'y aller. Si on ne va pas maintenant, après on va se retrouver dans une négociation gouvernementale où évidemment d'autres vont profiter alors de l'occasion pour pouvoir passer à autre chose de la révision de la Constitution, mais c'est tout un problème dont on va pas parler ce soir. Mais c'est quand même un problème de responsabilité. La politique doit apprendre à prendre de responsabilité par rapport à ces choses-là. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que les rapports du GIEC, les réunions d'accord dont on parle à l'instant, on peut se dire aussi que c'est des grandes messes internationales, ça sert à quoi si, comme tu le disais là, à l'instant, ça ne change pas vraiment, ça avance sur l'emploi, etc. Il y a d'ailleurs un double problème. Le problème du climat, c'est un problème qui concerne tout le monde, parce qu'on l'a dit ce soir, la basse atmosphère autour de la Terre, elle est fermée. On l'a vu il y a quelques années, par exemple, quand il y a eu une petite éruption volcanique, c'était en Islande, on a dû fermer des aéroports un petit peu partout en Europe et à d'autres endroits. Pourquoi? Parce que tout ça se remue. Et en Antarctique, dans les carottes de glace, on retrouve des traces, que ce soit de la concentration en plomb à l'époque romaine, quand il était utilisé dans l'armement, ou plus tard, quand il y avait du plomb dans l'essence, quand on a enlevé, la concentration en plomb a diminué dans les carottes de glace qu'on pouvait extraire. Et donc, c'est donc un problème qui concerne tout le monde, que ce soit dans les pays du Sud, en Asie, en Europe, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que
on entend aussi souvent les gens qui disent « Oh, enfin, si moi je fais quelque chose chez moi, ou qu'on fait quelque chose chez nous, et que les autres ne font rien, ben, ça ne servira à rien. » Et ça, c'est évidemment assez important parce que c'est vrai d'une part, mais ça n'est plus dans la mesure où on connaît la cause de ce phénomène d'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, qui est un problème parce que le CO2 dans l'atmosphère, il reste pour au moins une centaine d'années, et donc il faut apprendre à vivre avec. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau local, à partir du moment où, entre autres, l'équation énergétique est un domaine qu'il faut vraiment attaquer de front au niveau dans notre pays, des régions, en ne s'occupant pas de ce qui se fait ailleurs. L'énergie va coûter de plus en plus cher. Et donc, on devrait, en s'attaquant à ça, en changeant ce paradigme-là, eh bien, on va créer une nouvelle dynamique sociale et économique, on va y gagner nous autres. Et pour ça, je crois qu'en Belgique, en fait, chez nous, en Belgique, on vit encore au siècle passé, mais loin au siècle passé. On est au XXIe siècle, on n'a jamais remis sur la table la totalité de notre politique fiscale, par exemple. On n'est absolument pas responsable. Bien souvent, quand on discute avec les autorités fédérales, ils nous disent « Oui, les régions ou les communes, ces gens-là ne sont pas capables de gérer des histoires comme ça. » On devrait responsabiliser beaucoup plus des communes, des villes, par rapport à des objectifs à atteindre, avec évidemment un intérêt. Ça présenterait aussi l'avantage de nous motiver. Alors, nous, en Antarctique, évidemment, on est une cinquantaine dans une station où on doit se débrouiller, mais on voit que quand on fait ce qu'on a fait là-bas, eh bien, on y gagne au niveau d'efficacité de travail, on peut faire des choses qui ne seraient pas possibles autrement. Chez nous, dans les communes, si on avait des objectifs et qu'on voyait que l'énergie nous coûterait moins cher, qu'on a une autre façon de travailler, il y a toute une dynamique. Les choses bougent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois aussi, donc, cette double aspect global. On est tous sur la même planète. C'est vrai qu'on commence peut-être à s'en rendre compte, on commence à mieux comprendre un peu, nous tous, ce que veulent dire les limites d'un système, les limites du système de notre planète. Mais on est un peu découragé parce qu'on se dit, si les autres font quelque chose, ça ne va pas bouger. Moi, je voudrais vous encourager aussi parce que je crois que ça bougera le jour où petit à petit, d'abord tous, on va s'y mettre. Et puis deuxièmement, c'est comme ça qu'on va arriver à faire bouger les pays au niveau politique. Alors, merci pour cette réponse très expliquée. Donc, ces groupes d'experts, que ce soit la recherche sur la station ou bien l'accord du GIEC, on a vu que deux sont financés par les États membres de l'ONU ou alors des sociétés pour la station je ne sais pas exactement. Peut-être. Des financements. Très brièvement. Mais disons, en Belgique, il y a différents organismes qui financent la recherche. Les scientifiques belges, eh bien, ils font partie ils sont financés par un organisme au niveau d'État qui s'appelle BEXPO, qui est mis à mal d'ailleurs par le gouvernement qui vient de tomber. Et on espère que ça va changer. Parce que la science est quand même en Belgique le parent pauvre. Pour les scientifiques aujourd'hui, ils ne sont pas contents, ils ont raison, ils ont d'autant plus raison. Il est très difficile d'expliquer au monde politique que la science fondamentale, ça prend du temps, ça se planifie sur des années. Par exemple, l'expédition qui rentre à l'UCD et du LP avec, je crois que c'est le 5e carottage qu'on fait avec eux, à 300 mètres de profondeur. Il y a 10 ans, ils étaient là dès le début de la station. Et c'est maintenant seulement que sortent vraiment les résultats de ces recherches. Alors expliquer au monde politique qui est élu pour quelques années, si le gouvernement ne tombe pas, qu'il faut 10 ans ou 15 ans pour pouvoir véritablement comprendre et pouvoir implémenter ces modèles mathématiques dont parle Jean-Pascal, c'est déjà une affaire, je peux vous dire. Et donc, ce qu'on a fait avec la station, c'est qu'il y avait une obligation, je vous le disais, au niveau de la Belgique pour quelque part prendre ses responsabilités. On est un pays dans le monde, nos prédécesseurs se sont engagés dans un domaine qui était celui de faire partie du traité, et donc aussi de donner à nos scientifiques une
façon de travailler avec les autres. Parce que c'est vrai que la communauté scientifique, les scientifiques sont comme les autres, hein, évidemment, ils essaient chacun de mettre en avant leur recherche, mais ils sont les premiers à se rendre compte que si on ne partage pas, si on ne travaille pas ensemble, si un biologiste ne travaille pas avec un physicien ou un glaciologue, quelqu'un qui est spécialiste du climat, etc., eh bien, ils ne vont pas arriver, évidemment, à apporter ce que nous on demande. Je vous disais là tout à l'heure qu'il y a un moment donné où la science s'arrête et la société commence. La société, elle veut des réponses aux questions qu'on se pose aujourd'hui. Et pour trouver ces réponses, il faut travailler ensemble. Et donc, en fait, on a dit au gouvernement, voilà, on va repartir en Antarctique, avec la société civile, on va financer cette station, hein. Donc on a trouvé 20 millions d'euros pour la construire. C'est la station qui a coûté le moins cher dans le monde aujourd'hui, hein, je le dis en passant. Mais on va vous demander de mettre sur la table un nouveau budget pour pouvoir faire fonctionner au minimum, bien entendu, en Belgique, on est toujours très fort pour faire les choses avec pas beaucoup d'argent, pour donner un outil supplémentaire aux scientifiques. Et eux sont financés par des projets, des appels à projets, donc actuellement ça s'appelle Brain. Et ceux qui sont sélectionnés, ils peuvent venir en Antarctique et travailler aussi avec des scientifiques étrangers. Parce que nous, en tant que fondation polaire, eh bien, on peut amener aussi les étrangers. Ils ont créé cette dynamique internationale qui est tout à fait intéressante au niveau de la recherche, en espérant que ça motive de plus en plus le monde politique, mais ça, on n'est pas toujours gagnant avec ça, hein, mais on a l'énergie, on va continuer à faire tout ça. Justement, du coup, globalement, on peut dire que les États et l'argent public a quelque chose à voir avec le financement de vos deux organisations. C'est un devoir d'un État d'investir dans la recherche. Le tout, c'est que souvent, avec le monde politique, ils sont intéressés par la recherche qu'on appelle appliquée, c'est-à-dire celle qui a un résultat économique direct. Mais, je veux dire, ça, c'est vraiment avancer tête baissée et oublier que l'environnement, quand je vais dans les écoles, par exemple, il y a souvent les enfants qui sont choqués, entre autres par une image, chez nous en Antarctique, on est dans une région où les Belges ont été à l'époque, hein, parce que de la côte, ils allaient découvrir la montagne, hein, à l'époque on ne savait rien. Et je vous dis en passant que quand même, quand on va en Antarctique, il n'y a pas de port, il n'y a pas d'aéroport, donc c'est une zone qui est tout à fait isolée, hein, quand même, ça reste quand même très compliqué au XXIe siècle, mais on a trouvé des vieux fûts de filles. Et alors ils sont choqués, les jeunes. Mais à l'époque, dans les années 60, il n'y avait personne qui pensait que nos activités allaient véritablement avoir un impact sur l'environnement. La science environnementale, la science de la Terre sont des sciences qui sont tout à fait neuves, hein, Jean-Pascal peut l'attester, et donc il y a un énorme boulot, et c'est d'autant qu'on s'aperçoit qu'il y a un vrai problème de dégradation de nos espèces. Donc on est en face d'un problème important, il ne faut pas oublier que si nous sommes au bout de la chaîne, mais on dépend quand même de tout le système, de tous les écosystèmes qui nous soutiennent, et que voilà, il faut tout faire à tous les niveaux pour essayer que la recherche, que la recherche soit plus le parent pauvre qu'il est chez nous. Et donc, pour terminer sur les financements quand même, comment expliquer donc, que ces États financent, donc les pays financent finalement cette recherche, dont ils vont ignorer les résultats plus tard. C'est la question où joue la valeur de notre service. Donc, c'est la pour vous. Je pense qu'il y a, comme Alain l'a dit il y a un instant, je vois qu'il y a beaucoup trop souvent une volonté de nous intéresser aux recherches qui, soi-disant, créent des emplois tout de suite, ont des effets visibles tout de suite, alors que il est très important d'avoir en amont des recherches éventuellement appliquées comme celle-là, une recherche fondamentale qui ait une certaine liberté d'action, qui explore des domaines très diversifiés et de manière approfondie sur le long terme, sans être interrompu tous les 2 ans par un ministre qui change d'avis sur ce qui est important. Et
bien souvent, chez nous, c'est le parent pauvre dans les financements. On a régionalisé une bonne partie de la recherche et une grande partie des programmes de recherche qui étaient gérés par PELSPO, la politique scientifique fédérale, ont été transférés en principe aux régions, mais qui n'ont pas pris le relais, ou qui restent très focalisés sur la recherche appliquée, sans continuer à s'intéresser aux recherches fondamentales. Donc il y a effectivement un gros problème et je peux espérer que peut-être les prochains gouvernements corrigeront ça, corrigeront cela. Et ces dernières années, on a assisté à beaucoup de mouvements citoyens qui avaient pour vocation d'essayer de sensibiliser les gens sur l'importance des petits gestes individuels, et le fait qu'on n'arriverait pas à arrêter la crise climatique sans ces petits gestes. Mais de plus en plus, on se rend compte que ça ne suffira pas et qu'il va falloir que tout le monde s'y mette, que ce soit au niveau politique, économique ou au niveau global du système général. Et selon vous, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour bien faire comprendre aux politiques qu'ils doivent bouger aussi et pas seulement essayer de responsabiliser par exemple les élèves avec les coachs climat? Je pense qu'effectivement, il faudrait qu'ils relisent, parce que j'avais des croire qu'ils en ont déjà lu au moins quelques extraits, les rapports du GIEC, le dernier rapport du GIEC sur le changement de 1,5, qui parle de la nécessité de faire des changements à l'échelle systémique. C'est clair que des changements individuels, surtout s'ils portent sur des domaines dans lesquels on émet de grandes quantités de gaz à effet de serre, comme par exemple les déplacements en avion, ces changements individuels ont une certaine importance, mais ne suffiront clairement pas. On ne peut pas non plus faire porter tout le poids de la transition énergétique et écologique sur le dos des citoyens si on ne leur fournit pas des alternatives. Or, des alternatives, par exemple dans le domaine de la mobilité, ça veut dire des changements structurels, des changements sociétaux, ça veut dire des investissements beaucoup plus importants qu'aujourd'hui dans les transports publics, dans les pistes cyclables, dans la protection des piétons, que sais-je. Et c'est pas quelque chose que les citoyens tout seuls peuvent faire. Donc, bien sûr, l'action individuelle continue à avoir une certaine importance, surtout dans certains domaines comme la mobilité en avion par exemple, ou l'isolation des bâtiments, des choses comme ça, mais il faut aussi des changements à l'échelle sociétale. Ce qui veut dire que peut-être une des choses les plus utiles que les citoyens peuvent faire, c'est d'utiliser leur pouvoir d'interpellation par rapport à des acteurs économiques, des acteurs politiques, pour les mettre devant leurs responsabilités. C'est ce que font les manifestations. Et justement, d'après vous deux, quel est l'impact qu'ont déjà eu et que pourront encore avoir les mobilisations, notamment des étudiants tous les jeudis depuis plusieurs semaines, sur les propositions de politique? Je trouve ça très important. Je veux dire, il faut se rendre compte, voilà, on parlait des deux dimensions de ce problème, mais moi je suis assez optimiste pour le moment parce que ça fait des dizaines d'années que, comme l'ambassade, je parcours les rues en donnant pas mal de conférences pour expliquer justement qu'est-ce que c'est, expliquer pourquoi c'est de notre intérêt de bouger. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, je trouve que, c'est important parce que c'est pour tous ces jeunes, c'est aussi une façon de c'est une action citoyenne, je veux dire, c'est s'intéresser à la cité, à la société, c'est quelque chose de très, très important. Et puis c'est comme ça que ça va bouger, hein. Il faut bien se rendre compte qu'il y a de plus en plus d'initiatives. Alors, c'est sûr, je reviens là-dessus, la Belgique, c'est un pays vraiment mal foutu. Je veux dire, on s'est trompé, notre génération, on s'est trompé dans énormément de choses sur la gestion collective d'un pays, de région. Et aujourd'hui, eh bien, il faut une révolution. On assiste quelque part aujourd'hui, peut-être au niveau du monde politique aussi, à la fin d'un monde. Je l'espère en tout cas, pour qu'un autre puisse démarrer avec, disons, un renouvellement, avec au niveau politique aussi des jeunes qui auront une autre façon, une capacité de changer, peut-être de comprendre où sont les priorités. Parce qu'en Belgique, il y a de l'argent. Simplement, on ne l'utilise pas pour ce qu'on devrait faire.
Et donc le monde politique, à partir du moment, c'est comme dans un magasin, si on arrête d'acheter quelque chose, il faut pas croire, hein, tout est analysé, hein, ils vont changer, ils vont mettre autre chose dans les rayons. Hein. Le monde politique, c'est la même chose. Si on ne vote pas pour eux, ben, ça va changer. Si on n'est pas d'accord, ils vont s'apercevoir qu'il faut petit à petit changer. Et je crois que c'est ce qu'on doit faire, en fait, franchement. On a ici une question du public, qu'on va poser rapidement. Donc, quelqu'un demande, enfin, on a eu plusieurs personnes demandent, qu'est-ce qu'il en est des démarches climat toutes les semaines, mais quel poids ça a réellement, et qu'est-ce qu'on peut vraiment mettre en place pour vraiment avoir un poids au niveau civil, enfin, dans les actions citoyennes. Moi, je pense que les manifestations ont eu un début d'effet. En tout cas, les politiques sont nerveux. Ils sont tous en train de mettre à jour le programme politique alors qu'ils n'avaient pas pensé devoir le faire dans ce domaine-là. Donc c'est déjà quelque chose. Enfin, la question, par exemple, de la taxation du kérosène a été mise sur la table. Elle aurait pu être mise sur la table il y a 10 ans. Mais je pense que c'est un résultat concret de la mobilisation dans les rues. Maintenant, je pense que l'enjeu le plus immédiat, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme Alain l'a dit aussi, c'est la loi climat, ou en tout cas la modification de l'article 7 de la Constitution, pour lequel il y a vraiment une opportunité qui est là maintenant, parce que c'est un article qui est ouvert à la révision. Et l'opportunité suivante, si l'occasion n'est pas saisie, n'est pas saisie ce mardi, c'est 2024, au plus tôt. Supposé qu'il y a un accord pour ouvrir la discussion à ce moment-là. Alors, est-ce que la manifestation d'aujourd'hui doit faire réfléchir davantage l'EMR, le CDEV, l'OpenVLD? Je ne pense pas qu'à l'NVA a changé d'avis, je ne le sais pas, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui réfléchissent à ce qui pourrait se passer dans les 3 jours qui viennent pour augmenter le niveau de pression. Et je pense que si les citoyens n'utilisent pas leur pouvoir d'interpellation, cette modification de la Constitution risque de ne pas se produire. Et vous qui avez une vue plus globale, tous les deux, que nous qui sommes étudiants, peut-être, est-ce que vous trouvez que la Belgique est bonne élève au point de vue de ce qui est mis en place au niveau politique? Et si oui ou non, pourquoi? Je crois que j'ai montré la cour tout à l'heure. Clairement, on est de mauvais élèves. Les tendances ne montrent pas du tout qu'on est à la hauteur. Que ce soit dans le domaine du transport, soit dans le domaine de l'isolation des bâtiments, on a plus d'un tiers des toitures en Wallonie qui ne sont pas isolées. Je ne dis même pas mal isolées, je ne dis pas isolées. C'est un scandale absolu. Le RER dont on parle depuis 20 ans a été chaque fois reporté de quelques années supplémentaires, c'est un scandale aussi. Etc., etc. Donc il y a tellement de domaines dans lesquels la Belgique n'agit pas assez qu'effectivement il y a beaucoup de choses à améliorer. Moi je ne peux qu'aller dans ton sens, même pire que ça. Je trouve ça scandaleux. Et donc, voilà, les matières, comme les matières environnementales et ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit transcender les partis politiques et qui doit, normalement, c'est pour ça que cette loi climat est importante. Et là, c'est vraiment, enfin, moi je suis curieux au moment comme beaucoup sans doute, c'est inadmissible dans un pays comme le nôtre. La Belgique est un très mauvais élève. Elle n'a pas mis en place, donc on est des obsédés du communautaire et de la régionalisation. En Belgique, il n'y a plus de tête, c'est un pays qui n'a plus de tête, il est régionalisé, il n'y a pas de décision centrale. Et le climat, on n'y revient, c'est quelque chose qui est un phénomène global. Et donc, non, on a de quoi être honteux de la façon dont on répond à ça. Je vais faire un petit point sur les médias, parce qu'on parlait de politique, mais les médias ont une fois joué là-dedans aussi. Donc on pourrait comparer l'urgence climatique à la crise économique qu'on a eue en 2008. On se souvient que c'était vraiment partout omniprésent dans les médias, on parlait que de ça. Et pourtant aujourd'hui on est face à une urgence climatique énorme et les gros médias ne prennent pas du tout l'alarme. Et du coup, est-ce que les médias jouent vraiment un rôle jouent vraiment leur rôle dans la crise climatique, ou est-ce qu'ils sont rangés d'un côté, on va dire? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
moi je crois vraiment que les médias pourraient en faire plus que ce qu'ils font. Je crois qu'effectivement ils jouent un rôle très important. Je pense qu'il s'agit vraiment de la survie d'au moins une partie de l'humanité, de la survie de beaucoup d'écosystèmes, et que la meilleure attitude que l'on devrait avoir par rapport à une situation comme celle-là, c'est l'attitude qu'on a quand on court pour la vie, quand on est dans une situation de guerre. Et il faudrait que toutes les forces vives de la société soient mobilisées pour protéger le climat, mais aussi protéger, par exemple, la biodiversité, qui se porte quand même très mal et pour laquelle le climat n'est qu'un des facteurs. Hein. Il y a une série d'autres facteurs, une série d'autres problèmes qui sont importants aussi et pour lesquels la mobilisation est insuffisante. Je crois vraiment que les médias devraient se mobiliser davantage. Donc, on va pas terminer tout de suite, mais juste sur le sujet de la Belgique en elle-même. Donc, on est de nature assez positif dans l'école de projet, on est beaucoup à agir en tant qu'étudiant. Et pour rester dans cette manière positive de voir la chose, comment est-ce que vous pensez qu'on peut encourager l'action citoyenne en étant alarmiste, mais en restant positif quand même? Je n'ai pas en étant alarmiste. Le GIEC n'est pas alarmiste, il est alarmant. C'est pas la même chose. Alarmiste, c'est quand on exagère pour le plaisir de faire agir plus. Du moins, c'est ce qu'on pense. Donc, le GIEC n'est pas alarmiste. La situation est déjà suffisamment alarmante pour qu'on ne doit pas exagérer inutilement les choses. Mais je crois qu'il faut aussi parler effectivement des opportunités qu'il y a dans le changement. Si on rénove par exemple les nombreux logements qui ont besoin d'être rénovés thermiquement chez nous, et ce sera une opportunité, l'activité économique a du sens. Ce sera un domaine dans lequel de nombreux emplois peuvent être créés, un domaine dans lequel des technologies de pointe peuvent être utilisées pour arriver à des bâtiments qui ne consomment plus d'énergie ou qui même en produisent plus qu'ils en consomment. Donc il y a énormément d'opportunités d'améliorer les conditions de vie, le confort de manière générale et la vie en société. Et donc si on parlait aussi de cet aspect positif-là, on pourrait peut-être avancer davantage. Oui, moi je pense que vous les jeunes, voilà, vous devez croire dans cette énergie que vous avez, le regard que vous avez sur le monde de demain, qui sera celui dans lequel vous allez évoluer, il n'est pas le même que le nôtre. Et donc, moi je crois que je parlais, qu'on assiste un peu à la fin d'un monde aujourd'hui, et bien ce monde nouveau, il est là, il faut le créer. Et ce que je trouve très intéressant dans la problématique climatique, c'est qu'il ne faut pas du tout être alarmiste dans ce sens. Le problème est alarmant, comme dit Jean-Pascal, il est très grave. C'est la première fois aussi dans l'humanité que notre espèce se trouve confrontée à un problème qu'elle a elle-même provoqué. C'est extraordinaire. Moi j'ai presque envie d'avoir 18 ans et de recommencer parce que jamais ça ne s'est passé. Jamais ça ne s'est passé. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, quelque part, si on veut survivre sur cette planète, et on en parlait tout à l'heure, qu'une planète, hein, peut-être qu'il y en a qui vont aller sur la Lune, mais bon, ça c'est une autre affaire. C'est quand même ici, quand on voit l'augmentation de la population mondiale, qu'il va falloir s'occuper des affaires. On sait ce qu'il faut faire pour pouvoir se vivre à nous-mêmes. Je trouve ça voilà, il faut y aller. On vient de parler de ce que pourrait faire la Belgique, mais ici on se trouve quand même dans une université avec 30 000 étudiants, 5 000 membres du personnel et à peu près toute une ville qui doit gérer. Qu'est-ce que pourrait faire l'université pour rencontrer les objectifs de développement durable?
suis pas sûr que les bons interlocuteurs sont ici à la table. Je crois qu'il y a par contre un très très bon moment, c'est un très très bon moment pour poser ces questions-là, puisque les élections électorales, il y a deux candidats. C'est le moment de les interpeller, que les membres de la communauté universitaire, notamment les étudiants, les interpellent, leur posent des questions, leur demandent quel est leur programme pour améliorer les choses, parce que je pense que l'UCL pourrait en faire beaucoup plus, que ce soit dans le domaine de l'isolation des bâtiments, la rénovation des bâtiments, que ce soit dans le domaine de la mobilité aussi, avec la mobilité de tous ceux qui viennent travailler, de tous ceux qui viennent étudier à Louvain-la-Neuve, que ce soit dans le domaine de l'alimentation et des repas qui sont proposés dans les restaurants universitaires, où il y a eu des avancées, mais peut-être aller un peu plus loin aussi. Donc il y a toute une série de domaines dans lesquels l'université pourrait agir plus qu'elle peut aujourd'hui. Petite parenthèse, si vous êtes intéressé par les réponses des deux candidats recteurs à ce genre de questions, nous sommes allés les rencontrer tous les deux et on va publier leurs réponses petit à petit sur notre page Facebook pendant la campagne. Donc les réponses à ces questions arriveront en temps. Alors ici on a une question du public à destination d'Alain. Est-ce que le fonctionnement de la station pourrait être applicable à plus grande échelle, par exemple à l'échelle d'une ville ou d'une région? Disons, un prototype qu'on a fait en Antarctique, c'est un prototype de type résidentiel. Donc, à l'époque, il y a donc une dizaine d'années, c'était la première fois que ça se faisait. Donc, c'est pas un prototype industriel. Mais avec la fondation, on a le projet de se lancer dans cette aventure. Donc, avec la suite, on va construire une nouvelle station dans quelques années qui sera beaucoup plus grande avec d'autres types d'activités. On va ouvrir la première université en Antarctique d'ailleurs. Voilà. Le sujet est tout à fait intéressant. Maintenant, bon, par rapport à cette station, je veux simplement dire qu'il faut chacun, je le disais tout à l'heure, essayer de faire ce qu'on peut faire dans le domaine qui est le nôtre, la capacité, le chemin aussi. Et voilà, cette station, c'est une station de taille moyenne en Antarctique, mais dans le cadre du traité antarctique, il y a eu en 1992 un protocole environnemental, le premier au monde, qui s'applique à tout un continent, qui fait quand même ce continent, là, vous voyez, c'est quand même 2 fois la taille des États-Unis, et qui est géré par 53 pays aujourd'hui, si je me trompe. Eh bien, il y a une obligation d'essayer d'être un bon élève au niveau environnemental, c'est-à-dire autre chose parce qu'il n'y a pas de sanction. Et que donc, en construisant une nouvelle station et en essayant d'être un bon élève au niveau de la production énergétique dans un endroit reculé où c'est très compliqué, je développais tout à l'heure, eh bien, on a montré l'exemple. Eh bien, depuis que la Belgique a fait ça en Antarctique, tous les pays doivent commencer à changer leur mode de production énergétique et leur façon de gérer l'énergie, parce qu'on a montré que c'était possible. Et montrer que c'est possible, c'est peut-être faire rêver les jeunes, c'est peut-être donner des idées, c'est surtout montrer qu'on est capable, dans cette question qu'on évoque ce soir, qui est la question climatique, qui, on l'a dit, fait peur aussi à tous, parce qu'on se sent parfois démunis. Eh bien non, on peut faire face à ça, on peut trouver des solutions, et ça je trouve que c'est essentiel, parce qu'à partir du moment où on se sent capable de faire quelque chose, eh bien, les solutions, elles viendront. Le problème de ma génération, c'est que nous, on n'a pas été éduqués, je vous disais, au changement, on n'est pas vraiment capable de changer, donc souhaiter qu'on change. Or, la science nous explique que c'est dans notre intérêt, et donc, c'est vrai que je me pose souvent la question de me dire, mais pourquoi ça ne change pas plus vite, comme vous nous la posiez il y a un instant. Et depuis quelque temps, j'ai quand même l'impression, je le redis, que dans la société civile, ça bouge. Et si ça bouge dans la société civile, chez les jeunes, même en jeunes, on peut espérer qu'on va faire bouger les lignes. Je le redis parce qu'il ne faut pas perdre cette énergie et cette force qu'on a d'avoir envie de penser. Il y a une autre question du public qui est un petit peu en rapport aussi, donc quelqu'un demande qu'est-ce que vous pensez de la désobéissance, pensez-vous que la désobéissance civile soit une solution? Ça va peut-être vous surprendre, mais je suis allé
donné une formation sur les changements climatiques aux militants de Extinction Rebellion il y a quelques semaines. Et je n'ai qu'une seule condition pour faire ça, c'est que les actions qu'ils préparent sont non violentes. Et donc, ils m'ont garanti que ce serait le cas. Et je pense que dans le contexte de l'urgence devant laquelle on est, une diversité d'actions est utile. Il y a différents modes d'action. Et il y a des gens qui réfléchissent dans le monde de la finance, comment réorienter les flux financiers vers le financement de choses utiles. Et ils sont du matin au soir en costume cravate, comme moi ce soir. Et c'est pas du tout eux qui vont aller bloquer un carrefour ou l'entrée d'une banque pour attirer l'attention sur un problème. Et il y a des gens d'Extinction Rebellion qui vont peut-être, eux, aller justement bloquer un magasin qui vend des pesticides ou une banque qui finance la construction de centrales au charbon. Et moi, je pense que ces actions sont complémentaires, ont toutes leurs valeurs. Je pense que les piqûres et les actions doivent venir de différents côtés, un maximum de côtés, avoir différentes formes, parler à des publics différents. Et je pense que c'est la combinaison de tout ça qui fera peut-être finalement bouger les choses assez vite. Donc moi je ne suis pas contre la désobéissance civile pour autant qu'elle reste non violente. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que désobéissance civile, le mot est quand même fort. Si on réfléchit, on pourrait peut-être s'adresser au monde politique et leur demander si eux ils prennent la responsabilité. Je pense qu'à ce moment-là, on retournerait la question. Ce serait intéressant. Non, il faut, à un moment donné, ça ne veut rien dire ce qu'on est, quelque part, en tout cas dans le contexte actuel. Et justement, en rapport avec tout ça, on a une question qui nous vient encore une fois du public. Est-ce que notre système démocratique est compatible avec la transition écologique? Ça, disons, c'est une question intéressante. Évidemment, c'est sûr que dans un régime totalitaire, c'est plus facile de faire changer les choses. On est bien d'accord. Et on s'interroge parfois d'ailleurs sur la question. Voilà, le système démocratique, c'est un système qui est le meilleur qu'on a trouvé plus ou moins pour le moment. Rien n'est parfait. Donc voilà, je pense que c'est important d'essayer de faire les choses dans le respect de tout le monde. Ce qu'on voit, c'est que dans ce système démocratique, il n'y a pas la conscience de l'urgence d'agir ensemble dans l'intérêt collectif. Donc c'est de fait un problème, on y est confronté. Et, bon voilà, je veux dire que. Mais c'est vrai que peut-être parfois on peut faire. C'est un peu ça aussi la loi climat. C'est d'essayer de passer à un niveau supérieur. Pouvoir de décision sur des matières qui sont importantes pour tous. Je crois personnellement que la démocratie c'est le plus mauvais des systèmes et qu'il n'y en a pas de meilleur. Pendant qu'on a un peu ça, je ne sais plus qui a dit ça, si c'est Churchill ou quelqu'un d'autre. Mais ça ne veut pas dire que le système ne peut pas être amélioré. Donc on a par exemple des décisions qui viennent d'être prises en Belgique en communauté germanophone, installer en plus du Parlement de la communauté germanophone un panel de citoyens qui sont, je pense, tirés au sort de façon à être représentatifs de la communauté. Et ce panel de citoyens va pouvoir explorer des idées, proposer des mesures que peut-être les parlements classiques ont trop peu le temps et l'audace d'explorer. Et donc je pense que la démocratie elle peut aussi être rénovée et rajeunie. Il y a beaucoup de réflexions là-dessus, sur la manière dont on peut compléter la démocratie représentative classique de manière plus moderne. Merci, on va finir sur une question un peu romantique de notre part, et puis peut-être reprendre une ou deux questions du public par la suite. Je me demandais, est-ce que vous êtes content de votre travail après toutes ces années? Non, vous êtes des très anciens étudiants, on peut le dire, on peut faire un petit bilan
ce qui s'est passé ces dernières années? Ou est-ce que vous vous dites après coup, merde, je vais mettre de l'énergie dans autre chose, c'est calé, ou alors non, vous êtes satisfait de toute l'énergie que vous avez mise dans ce projet qui est même vraiment axé sur la transition climatique pour l'instant? Je dirais d'abord, j'ai pas fini. J'ai encore beaucoup de projets, y compris peut-être dans le cadre du GIEC, mais on va voir. Non, je suis content d'avoir pu mettre mes connaissances scientifiques, ce que j'ai appris dans le domaine de la physique, au service d'une science qui sert la société très largement. La question climatique est devenue aujourd'hui a pris beaucoup plus d'importance qu'elle n'en avait quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là au tout début des années 80. Et donc moi je me regrette, je suis vraiment très content. Ce que j'espère, c'est que d'autres jeunes vont aller dans la même direction, se lancer dans des carrières scientifiques en ayant aussi le souci de l'utilité sociétale, parce que je pense que c'est important d'être en dialogue avec la société pour lui permettre de progresser. Oui, moi je ne sais pas, monsieur va poser la question. Donc, je vais aller d'un chemin, en tout cas, c'est pas que la voie. Ce qui me passionne, c'est la dynamique que, justement, d'autres j'essaye à mon échelle de créer. C'est pas très intéressant. Voilà, j'ai eu la chance de faire des études, je suis un entrepreneur. Je trouve que c'est de travailler, donc voilà, il faut faire la salle, mais un peu comme tout le monde. Hein. Voilà, c'est intéressant, c'est l'interaction, de se sentir quelque part un petit point, mais voilà, de sentir qu'on est dans une dynamique. Et puis voilà, de toute manière, il faut rester modeste par rapport à ce qu'on essaie chacun de faire, parce que voilà, c'est intéressant cette question dont on parle ce soir depuis là, parce que c'est à la fois une immense question globale, et on n'est qu'un petit point dans une botte de foin, mais ça c'est notre sort à nous les humains. Hein. C'est un peu tout le problème en face duquel on se retrouve chacun un jour dans sa vie et se dire qu'est-ce que je fais, à quoi ça sert, est-ce que j'ai envie de continuer, je suis démoralisé, je pense pas. Ça c'est notre nature. Voilà, merci pour cette petite conclusion. On va s'arrêter là, a priori, sauf si vraiment quelqu'un est très déçu et qu'il n'a pas eu de réponse à sa question, on peut prendre un peu de doigt levé s'il faut, mais si ce n'est pas le cas. Alors, un doigt levé, deux doigts levés. On peut envie de ces deux questions-là, tout le monde est d'accord avec ça? Je vais aller moi-même en public, parce qu'on a l'UCL, dans l'école d'économie, on n'a pas trop de moyens non plus. Bonsoir, merci pour toutes vos explications. Donc, je me demandais ce que vous pensiez de l'augmentation démographique et si vous pensiez qu'elle devait être plus contrôlée, peut-être légiférée, pour contribuer au changement de système, la transition écologique nécessaire dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Je commence en deux mots. Le problème démographique, c'est une vraie question. Hein, puisque de toute manière, le fait qu'on ait de plus en plus d'humains sur la même planète, donc c'est un élément essentiel dans la réponse climatique. Alors contre ça, moi je crois que comme beaucoup, il n'y a que l'éducation. L'éducation c'est une priorité, d'ailleurs beaucoup plus que d'autres choses sur lesquelles on se préoccupe. Et je crois qu'il y a énormément de travail qui doit être fait. Hein, quand on voit les prévisions d'augmentation, par exemple en Afrique, de la population, il est une évidence que l'éducation c'est essentiel. C'est comme ça que ça va bouger. Dans un pays, par exemple, que je connais un peu plus, l'Afrique du Sud, parce que c'est de là qu'on part en Antarctique, eh bien, c'est un pays qui a décidé de donner à l'ensemble de ses habitants une pension. C'est un pays où presque personne ne paye des impôts dans ce pays, c'est un pays de développement, qui a
peu, eh bien, voilà un élément, par exemple, aussi important. Parce que une des questions, et dans tous ces pays, c'est qu'on fait les enfants aussi pour pouvoir assurer son avenir. Et donc, voilà, je crois que ça, c'est une des grandes réponses sur lesquelles, au niveau global, c'est les organisations qui travaillent aussi dans le monde et qui est importante. Voilà, une autre petite question ici. Bonsoir et merci pour votre énergie. Également. Je suis tout de même un peu inquiet par la montée des climato-sceptiques. J'ai entendu dire tout à l'heure que tout le monde est convaincu. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un recul. Quand on voit Trump, quand on voit le nouveau président brésilien, alors ils ne disent pas qu'il n'y a pas effectivement de montée de gaz à effet de serre, mais ils disent ah, c'est pas prouvé. Et dans la profondeur de nos populations, il y a ce climato-sceptique. Je suis surpris et j'ai été très surpris d'entendre un jour récemment un ami me dire tout cela n'est pas établi. Je suis resté à lui. Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une montée du climato-scepticisme, qui est en parenthèse une expression que je n'aime pas trop, parce que le scepticisme est à la base de la démarche scientifique, et donc tous les scientifiques, sinon ce ne sont pas de bons scientifiques, se doivent d'être sceptiques. Et quand on parle des climato-sceptiques, on donne un petit peu c'est un peu le monopole du scepticisme au climato-sceptique. Je préfère les appeler pour ma part des semeurs de confusion. J'étais ce matin à une audition du Parlement européen qui était consacrée au climato-scepticisme et en particulier à celui qui est financé, qui a été très largement financé et qui continue à être financé par les lobbies de l'industrie fossile aux États-Unis. Et donc, si vous allez sur le site du Parlement européen, vous pourrez aller voir les exposés qui ont été faits ce matin, la retransmission vidéo, les présentations, des analyses très approfondies du phénomène. Mais quand on regarde les sondages, y compris aux États-Unis, on se rend compte qu'une partie de plus en plus grande de la population américaine est maintenant convaincue qu'il y a vraiment un problème climatique, et bien davantage aujourd'hui convaincue que le réchauffement et les modifications climatiques proviennent de l'activité humaine. Donc je pense que les semeurs de confusion sont plus... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt en train de perdre la bataille. Bien souvent, ce sont des personnes assez âgées qui sont dans cet état d'esprit. Je crois que la jeune génération a beaucoup mieux compris de quoi il s'agissait. Et je pense que les semeurs de confusion, c'est une espèce en voie de disparition. Maintenant, c'est beaucoup plus confortable, effectivement, quand on peut le faire, de se mettre la tête dans le sable. C'est beaucoup plus confortable de faire comme ceux auxquels le film d'Al Gore faisait référence dans le titre de son film Une vérité qui dérange. C'est vrai que changer de système, changer tout ce qu'il faut changer si on veut protéger l'environnement et le climat, c'est un gros travail, ça dérange nos habitudes, ça va déranger nos habitudes, et donc certains trouvent plus confortable d'ignorer ces idées-là. Mais je pense pour ma part que c'est un groupe qui est plutôt en train de diminuer en importance. J'espère ne pas. Merci beaucoup pour ces réponses très claires. Donc voilà, la fin de la soirée arrive tout doucement. Tout d'abord, on va remercier énormément nos deux orateurs venus. Et pour conclure cette soirée, on a déjà parlé, mais il y a un grave problème qui se passe actuellement, notamment au Mozambique. Et donc on va disposer des petites urnes à la sortie, et si vous souhaitez faire un don, l'argent sera collecté
l'actualité, envoyer directement sur place et on va juste rappeler quelques mots de ce qui se passe actuellement. Je peux expliquer, donc j'étais en train de mettre un peu d'ordre dans la diapositive, de préparer mon exposé et puis je vois un courrier arriver à 17h30 aujourd'hui du collègue de mon institut qui s'appelle Divini Abbey Gouna Wardani, que j'avoue je ne connaissais pas, est arrivé il n'y a pas très longtemps, et c'est un long courriel d'une page en anglais qui explique que le projet de recherche dans lequel elle est se passe au Mozambique. C'est un projet de recherche sur lequel travaillent une dizaine de chercheurs dans l'Institut, dirigé par le professeur Patrick Meffroy, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui décrit de manière assez dramatique ce qui s'est passé ces derniers jours suite à l'arrivée du cyclone Idai, dont on a finalement assez peu parlé dans les médias chez nous, quand il y a des incendies en Californie, quand il y a des effets sur l'agriculture chez nous, les médias parlent de manière très extensive de ce qui se passe quand c'est quelque chose qui frappe le Mozambique, le Zimbabwe, des pays lointains, des pays pauvres, c'est tout autre chose. Et pourtant, je ne vais pas vous lire le courriel qu'elle a envoyé, mais je peux vous assurer que c'est assez dramatique, que c'est 350 000 enfants, d'après l'UNICEF, qui sont menacés par des inondations et qui, à certains endroits, risquent de faire monter le niveau d'eau, parce que le niveau d'eau est toujours en train de monter de 8 mètres à certains endroits, avec un barrage qui menace de s'effondrer. Et bien sûr, il n'y a encore aucun article dans une revue à comité de lecture qui montre que ce cyclone tropical est lié au réchauffement climatique. Mais j'ai des collègues qui travaillent sur ces questions-là, qui ont déjà répondu à des interviews de manière très claire sur le fait qu'il était inévitable que le réchauffement climatique avait dû contribuer au moins à l'intensité de ce cyclone qui n'a jamais pas eu de précédent dans cette région-là. Et donc, quand les organisateurs de la soirée, à un moment donné, m'avaient demandé il y a quelques jours, tiens, est-ce que vous ne voyez pas à quelle cause pourrait être consacrée une collecte de fonds, eh bien, j'ai tout de suite pensé, même si j'avais eu d'autres idées auparavant, que peut-être surtout cet argent serait géré par des personnes qui travaillent directement dans la région, qui travaillent ici à l'UCL, qui sont en lien étroit avec ces populations du Mozambique. Je pensais que peut-être ça pouvait être une bonne cause. Donc voilà le contexte. Merci d'avoir pensé à eux et voilà, merci à tous d'avoir été si nombreux ce soir. C'est un honneur pour tout le monde. Pour nous, surtout, merci à tous de soir. Je te